Bonjour Startup Vision, je m'appelle Romain Serment, je représente BPI France aux États-Unis et j'ai trois missions: nourrir le deal flow pour BPI France en dette comme en equity, soutenir nos startups sur le marché américain et tisser des liens avec les VC américains, y compris sous l'angle du fonds de fonds. Bonjour Romain, merci d'être avec nous sur Startup Vision en direct de la Silicon Valley. Alors vous avez un parcours plutôt atypique. Vous êtes diplomate de carrière, vous avez été même consul général à San Francisco, et puis là, tout d'un coup, vous changez complètement d'orientation. Par passion, vous passez de l'autre côté, du côté des preneurs de risques. Vous êtes devenu finalement, vous êtes aux côtés des entrepreneurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Étonnant, hein. Bonjour Florent, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je suis arrivé à San Francisco il y a 10 ans et en arrivant à San Francisco, j'ai découvert au fond deux choses. J'ai découvert les entrepreneurs et puis j'ai découvert la tech. Alors dans ma vie d'avant, dans ma vie de diplomate, jamais vraiment rencontré d'entrepreneur. J'avais rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, notamment de grandes entreprises. Ce sont des gens brillants, passionnés, absolument remarquables, mais ce sont des managers. C'est pas la même chose. Entrepreneur, c'est vraiment autre chose, je pense. Je pense que les entrepreneurs, en fait, sont fous. Entreprendre, vous l'avez dit, c'est prendre des risques. Mais je crois que c'est plus que ça, hein. C'est choisir, je pense, délibérément d'escalader l'Himalaya, mais en t-shirt et en basket. Donc, il faut être fou pour faire ça. Alors, comme moi, j'aime bien la folie, je suis tombé amoureux des entrepreneurs. Et puis, je suis aussi tombé amoureux de la tech. C'était en 2010 hein, quand je suis arrivé, donc c'était une autre époque. Mais j'ai découvert que, je connaissais rien du tout, j'ai découvert que le logiciel, le software, au fond, pour moi, était, certainement avec l'état de droit d'ailleurs, l'outil d'émancipation humaine le plus puissant, tout simplement. Puisque avec le logiciel, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, y compris les choses les plus folles, et puis vous pouvez le construire. Et donc je pense que le logiciel, c'est la source la plus puissante du progrès, en fait. Voilà. Et puis enfin, j'aime bien le concept de zone d'inconfort. Je comprenais vraiment rien à la tech. On m'expliquait des choses, je passais mes nuits sur Internet, juste pour comprendre les mots hein, qu'on me disait. Donc je comprenais rien du tout. Donc pour moi, choisir cette voie, c'était une façon, au fond, de me remettre en cause personnellement, d'être en zone d'inconfort, et puis de quitter donc un monde que je maîtrisais à peu près. Et puis évidemment, comme toujours, hein, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France. Et j'ai été conquis par sa passion, j'ai été conquis par sa vision, sa volonté de construire quelque chose de nouveau, de fédérateur et de puissant. Voilà, c'est un mélange de tout ça. C'est pour ça que j'ai basculé du côté noir de la force. Voilà. Ben, nous, on aime beaucoup cette définition et cette passion que vous avez parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin de gens comme vous qui croient en nous, les entrepreneurs. Alors, C'est Romain, l'inverse. Je crois que c'est les investisseurs qui ont besoin d'entrepreneurs comme vous. c'est gentil, c'est bien, merci. En tous les cas, dans le monde d'avant, justement, si on parle d'argent, ben, l'argent était facile et les metrics étaient un petit peu différents puisque, en fait, l'expansion, la croissance, c'était les metrics plutôt que la profitabilité et les revenus. Alors, pensez-vous que cela ait changé maintenant? Oui, je pense que ça va changer. Je crois pour 2 raisons. La 1re, c'est que, je pense que la tech dans les 10 prochaines années, elle risque, en moyenne, hein, il y aura toujours des exceptions bien sûr, mais elle risque de devenir un jeu à somme nulle. Dans les années 2000 et dans les années 2010, il y avait de l'espace. Beaucoup d'espace pour créer, à partir de rien, à partir de zéro, de nouvelles catégories de produits, de nouveaux business models. Parce que la tech n'avait pas encore conquis le monde, parce que les canaux de distribution n'étaient pas du tout saturés, et parce que la révolution du mobile, en 2007, était naissante, évidemment. Donc à l'époque, soit une boîte tech devenait leader d'un marché au détriment d'une boîte non tech, soit elle créait un marché absolument nouveau, et l'océan était absolument immense pour tous les petits poissons qui suivaient ce mouvement. Je pense que cette période arrive à son terme. Il sera bien plus difficile de créer demain de nouvelles catégories. Il sera bien plus difficile, je pense, de se distinguer radicalement. Ça veut dire que quand une boîte tech gagnera, une autre boîte tech, elle, perdra. C'est ça qui est nouveau. Et par ailleurs, au passage, les canaux de distribution classiques, surtout pour les produits consumer,
sont saturés. Même si, en période de crise aujourd'hui, le prix d'une pub sur Facebook est beaucoup plus faible. Donc, au final, la victoire se jouera moins sur l'idée ou la nouveauté ou la coolitude. Elle se jouera davantage sur la profitabilité, sur la maîtrise des unit economics, comme on dit, des coûts de gestion et au fond, ce qu'on appelle le capital efficiency. La seconde raison, très rapidement, c'est que je crois que la tech, hier, n'était évaluée que sous l'angle de la nouveauté, du buzzword qui en découlait. Par exemple, telle boîte est hot parce que c'est une DNVB. Mais on avait oublié quand même que le vrai driver d'une entreprise, c'est le profit, tout simplement. Euh, on a oublié parce que la tech, c'est une industrie financée fondamentalement par la M&A, par les rachats, et on pouvait donc créer un produit complètement à perte. C'était pas grave parce qu'au final, on était racheté par Facebook, Google, Walmart ou Salesforce pour compléter leur gamme de valeurs. Oui, finalement, c'est la valorisation qui avait plus d'importance que le reste. Voilà. Exactement. Et ça, je pense que il y aura bien sûr des exceptions. Les M&A continueront, mais les temps vont changer. Parce qu'on va rentrer, je pense, dans une période de plus en plus d'innovation incrémentale et non plus d'innovation de rupture. Et le prix de l'incrémental est un peu plus faible que le prix de la rupture. Au fond, je crois d'ailleurs que les grands vainqueurs de cette crise, au-delà de la crise, hein, des 10 années qui viennent, ça va être en fait les titans de la tech, qui vont d'ailleurs beaucoup plus copier que racheter. Ils continueront de racheter. Mais je crois que ce seront les géants qui vont être les vrais vainqueurs et on s'oriente vers des oligopoles de plus en plus puissants ou des monopoles même de plus en plus puissants. Et puis naturellement, les investisseurs qui se sont bien pris les pieds dans le tapis ces derniers mois et ces dernières années en ayant financé des boîtes qui ne dégagent aucun profit, les investisseurs seront beaucoup plus prudents. Alors justement, quand on analyse tout ça, quand on voit ce marché, quand on voit le monde qui se prépare, quels conseils donneriez-vous aux entrepreneurs en ce moment finalement? Ceux qui sont déjà sur le marché. Oui, modestement, hein, plusieurs conseils. D'abord, premier conseil, pour celles et ceux qui créent en fait aujourd'hui leur start-up, mon conseil serait alors à prendre avec des pincettes parce que je me trompe souvent, hein, mais mon premier conseil serait de ne pas partir du principe que toutes les nouvelles habitudes nées à la faveur de la crise du Covid perdureront. J'insiste sur le tout. La crise va induire de nouveaux comportements, c'est certain, où elle va surtout en fait accélérer des phénomènes qui étaient déjà engagés. Mais mon point, c'est que attention à ne pas sous-estimer la capacité humaine à oublier. Donc tout ne va pas radicalement changer demain. Par exemple, c'est ce que j'entends de temps en temps maintenant dans la vallée, mais je ne crois pas, par exemple, que l'éducation primaire et secondaire se fera exclusivement online. Il y aura toujours des petits-enfants dans les écoles. Mon deuxième conseil, cette fois dans la gestion même de la crise aujourd'hui, je crois qu'il faut bien évaluer deux facteurs. Ces réserves en cash et, parfois on l'oublie, ce qu'on appelle le market pool, c'est-à-dire la demande du marché pour son produit. Euh, tous les entrepreneurs et les entrepreneuses ont déjà reçu un excellent conseil qui est de conserver le maximum de réserves en cash en réduisant ce qu'on appelle le burn, donc ses dépenses. Très bon conseil. Mais mon point, c'est que si la demande du produit à la faveur de la crise, parce qu'il y a certains secteurs qui explosent en raison de la crise, si la demande du marché est très forte, il faut au contraire accélérer et au fond dépenser plus, voire creuser ses pertes. Exemple, on est dans la logistique du e-commerce, c'est le moment d'accélérer à fond. Voilà, donc il faut bien avoir cette espèce de matrix en tête, non seulement les réserves en cash, mais aussi le market pool. Le dernier conseil, je crois que si on zoome out un peu, je crois qu'il faut prendre du recul. Il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est que la tech n'a pas encore réglé, loin de là, les problèmes profonds des secteurs de l'économie les moins productifs, les secteurs les moins productifs. C'est l'éducation, c'est, je pense, la construction, la santé, et puis tout ce qui tourne autour du gouvernement. Par exemple, la façon dont on paye ses impôts. Donc je pense, c'est mon conseil, qu'il faut voir au-delà, voir bien au-delà de la seule crise, je pense sera temporaire, relativement longue, mais temporaire, même s'il y a bien sûr des effets directs de la crise. Je crois qu'il faut se concentrer à très long terme, donc sauter la crise et se concentrer sur les secteurs qui offrent au fond trois caractéristiques. Un, les secteurs qui sont encore aujourd'hui les plus fragmentés,
Deux, ceux qui ont la pire expérience consommateur, par exemple ceux qui ont pour les entreprises qui ont des NPS scores les plus mauvais, là il faut attaquer. Et puis troisième caractéristique, les secteurs qui ont la plus faible productivité. Très intéressant, effectivement. Donc, en fait, et par exemple, là, on vient de parler des startups en général, mais pour celles qui étaient en phase de scale-up, les startups françaises, par exemple, qui étaient en phase de scale-up aux États-Unis, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que c'est encore possible? C'est absolument possible. Ça dépend de leur situation, ça dépend de leur réserve de cash, comme je l'ai dit, et puis surtout de l'état du marché. Mais pour les scale-up qui ont du cash et pour lesquels le marché est toujours là, ou au contraire même demande de plus en plus le produit de ces entreprises, en fait, la crise aux États-Unis offre d'énormes opportunités pour ces scale-up françaises. Euh, la première opportunité fondamentale, c'est les talents puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de talents aujourd'hui aux États-Unis qui travaillaient pour X centaines de boîtes américaines, grandes ou petites, dans la tech, qui aujourd'hui sont disponibles. Donc, c'est le moment de les recruter. Ce sera en tout cas plus facile. Deuxième opportunité, possibilité de rachat de start-up américaines à des prix d'ailleurs au passage plus faibles. En gros, les valos diminuent, en tout cas dans le venture, aujourd'hui de 20 à 25. Et puis, troisième opportunité, mais il y en a d'autres, c'est par exemple, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, les coûts de distribution online. S'il faut qu'on fasse des pubs Instagram pour son produit, c'est moins cher aujourd'hui. Voilà, donc la crise, c'est difficile, évidemment que c'est difficile, mais en fait, ça offre pour les scale-up françaises qui veulent arriver aux États-Unis de nouvelles opportunités à saisir. Et alors, Romain, la grande question, comment voyez-vous le monde d'après? Ah là là, question fondamentale. Comment je vois le monde d'après Dans les 30 ans qui viennent, on voit loin. Moi, j'y crois beaucoup. Un retour assez massif de l'industrie dans nos économies occidentales. Ça, c'est pour moi l'enjeu stratégique à très long terme. C'est ce qu'on appelle au fond le reshoring, manufacturing reshoring. Parce que je crois à un découplage partiel, hein, mais un découplage quand même de nos économies avec la Chine. Donc, ça signifie de nouvelles opportunités puissantes, hein, de forte croissance dans, par exemple, la robotique, dans la logistique industrielle, bien sûr, dans la supply chain et la supply chain management, dans la formation professionnelle, dans tous les outils de réalité augmentée en milieu industriel, etc., etc. Dans les 10 ans à venir, cette fois, je vois un transfert, on va dire transfert non négligeable de population depuis les grands centres urbains vers les zones périurbaines, vers les villes de taille moyenne et vers les zones rurales. C'est un mouvement, en fait, je crois qu'il s'engage déjà, mais qui va prendre de l'ampleur et qui est lié bien sûr à ce qu'on pourrait appeler le travail en remote partiel. Je ne crois pas que le remote à 100% sera assez distribué. Le remote partiel, 3 jours chez soi, 2 jours au bureau, ce genre de choses, je crois, va toucher, je pense, entre 15 et 30% de la population active. Ça fait du monde. Donc, cette espèce de transfert de population va créer là aussi des opportunités dans le planning urbain, dans la logistique, bien sûr, dans le e-commerce, mais en dehors des grands centres urbains, dans l'infrastructure Internet haut débit, c'est important, dans l'accès à la santé, dans des zones aujourd'hui qui sont moins couvertes, encore une fois, que les grands centres urbains, et bien sûr, le secteur de la construction et de l'immobilier, et le commute, mais longue distance. Voilà. S'agissant à très très court terme, cette fois, je descends dans le temps. Là, je pense au secteur de, évidemment, hospitalité, secteur du voyage. Là, je vois, moi, une explosion, littéralement, mais des voyages, des vacances, du congé, long ou courte durée, mais à courte distance, on va dire niveau régional. Des séjours de proximité, donc, et puis une explosion du camping. C'est le moment de monter des boîtes dans le camping. Et puis, je finirai sur ce que je toujours considéré être le trend techno majeur en fait, du futur, au moins des 10-15 prochaines années. Pour moi, c'est la green tech, l'environnement, fondamentalement. Sauver la planète. Donc, on n'en parle pas aujourd'hui, parce que crise du Covid, c'est normal, mais c'est pour moi le trend profond
qui va exploser parce qu'il va y avoir de nouvelles technologies de rupture qui vont permettre littéralement de régler certains de ces problèmes liés à l'environnement et à la pollution, parce que les marchés financiers, pas simplement le venture, les marchés financiers, qui sont quand même beaucoup plus importants que le venture, ils ont commencé à shifter des industries polluantes vers le non polluant. Et ça va continuer, ça va s'amplifier pour tout un tas de raisons que je passe, parce que les consommateurs aujourd'hui font le choix du propre versus du polluant ou du pollué, et surtout parce que les talents, donc les milléniums et surtout la génération Z qui arrive là en fait, enfin, d'ici un an ou deux, 3 ans, qui va arriver sur le marché du travail, ce sont des générations en quête de sens et pour qui sauver la planète est le sens essentiel. Et ces talents, ils vont rejoindre en masse, les entreprises qui voudront sauver la planète. Et donc, cette conjonction de facteurs fait que pour moi, le trend, bien au-delà du Covid et des questions sanitaires, c'est la green tech. Mais c'est sûr, en plus, avec le confinement, on a vu l'état de la planète s'améliorer là où les gens étaient confinés. Absolument. Ça a été un choc pour beaucoup. On a vu des images, par exemple, de Delhi libéré de la pollution où on ne voyait pas le ciel avant et là, il y a un ciel bleu. Enfin, c'est vrai que c'est choquant. Ou des images de Venise avec les petits poissons. Absolument. Donc, je pense que vous avez raison. Là, cette prise de conscience, elle sera au moins bénéfique pour la planète si c'est pour quelqu'un. Romain, Indispensable. merci, c'était vraiment formidable de partager toutes ces réflexions très, très profondes et passionnantes avec nous sur Startup Vision. Un grand, grand merci et à bientôt, j'espère, sur Startup Vision. Merci à vous, à très bientôt.